Donc, Ricard et Castoriadis proposent tous deux une ontologie du sens, du symbolique et de l'imaginaire, qui sont autant de médiations essentielles au déploiement de la vie sociale. Ça signe donc leur commun rejet de tout réductionnisme, qu'il soit d'ordre structuraliste, on en a parlé en introduction, oui, qu'il soit donc structuraliste, fonctionnaliste, économiciste, positiviste ou naturaliste. Malgré de nombreuses divergences, cet intérêt commun pour l'imaginaire suffit à les lire ensemble ou, comme je vais le faire, côte à côte, donc ensemble ou côte à côte. Ils ont entretenu peu de liens, mais les rares références de part et d'autre, que je ne vais pas nommer, mais qui sont bel et bien disponibles, donc démontrent une admiration certaine, doublée de la conscience de ce qui les sépare. Donc il revient aujourd'hui aux commentateurs d'évaluer dans quelle mesure ces sentiments de distance et de proximité sont fondés. Au-delà de leurs divergences ontologiques, néanmoins réelles, sur la création et la reprise créatrice, on retrouve une sensibilité commune à une méthode compréhensive, centrée sur la recréation, et il faut bien le dire, à une certaine herméneutique, bien que Castoriadis se refuse la plupart du temps à s'en revendiquer. La teneur exacte de cette herméneutique castoriadienne reste toutefois précisée et ne nous occupera ici que de manière oblique. Je vais d'abord donc me pencher sur leur conception de la signification en lien avec l'imaginaire. On verra à quel point ils se distancient justement du structuralisme. Dans un second temps, j'analyserai plus avant les modes de saisie de la signification et le statut épistémologique qu'ils y accordent, qui les mènent tous deux donc à une relecture des rapports entre explication et compréhension. Donc, si, comme le signale Suzy Adams, qui est une interprète australienne tant de Ricard que de Castoriadis, les sciences sociales ont été plus enclines que la philosophie à embrasser ce qu'elle nomme le tournant culturel et à interroger de manière explicite ses implications, c'est-à-dire spécialement le caractère social de la signification dans toute sa richesse. On peut dire que Ricard et Castoriadis, chacun à leur façon, ont contribué de façon très nette à ce que la philosophie emboîte le pas de ce cultural turn, à tel point que leurs pensées sont une source de réflexion en sciences sociales, je dirais avec plus ou moins de difficultés comme on le voit là, dans les exposés. Donc, en effet, tous deux dissocient signification et sujet, non dans le but de rejeter toute figure du sujet, bien au contraire, mais de façon à récuser, comme l'appelle Castoriadis, l'idée que le compréhensible est le produit de l'action individuelle. Il s'agit de l'idée, donc, selon laquelle les individus sont les seuls porteurs de signification, que chaque individu est en quelque sorte la plus petite unité significative, la plus petite unité significative, et que la signification individuelle est considérée comme le seul niveau réel ou effectif, celui dont tous les autres découlent. Donc, cette idée-là nourrit forcément une opposition, voire une antinomie, entre individu et société, dont il est difficile de s'extraire. Et à son niveau le plus essentiel, donc l'individu est pensé comme une monade, essentiellement, déliée de tout ancrage dans le monde, pouvant s'extraire de celui-ci à son origine. Pour Ricard et Castoriadis, le sens, évidemment, n'est pas créé par les individus, il n'est pas non plus simplement recueilli par eux, mais les individus étant d'ores et déjà dans un ordre du sens, du symbolique, de l'imaginaire, il y a circulation et circularité entre l'individu et le monde qui l'investit comme étant son monde propre. Nos deux auteurs donc se situent dans la volonté de conserver la figure du sujet, comme je l'ai dit, et avec elle, évidemment, la réflexivité ou des formes de réflexivité et une certaine visée de vérité, à une époque où l'on a vu se côtoyer le rejet du sujet sous toutes ses formes. On en a parlé, entre autres, dans la conférence d'ouverture, de son extinction sous la structure, ce que Castoriadis nommait l'assassinat structuraliste. Et à sa déconstruction, il ne demeurait du sujet qu'un signe, qu'une instance de non-sens, agie, transpercée par le monde et par le pouvoir, dévoilant surtout derrière ce rejet du sujet, donc, une incapacité à penser le monde commun. Donc, dans les perspectives croisées de Ricard et de Castoriadis, le sujet tout autant que le monde sont à penser autrement, de manière à faire voir, entre autres, la positivité du sens, qui apparaît chez Castoriadis comme activité instituante des êtres humains, et chez Ricard comme pouvoir-faire ou puissance d'agir. Tous deux se situent toutefois clairement dans des philosophies qui ont pris la pleine mesure de la non-transparence du sujet lui-même, évidemment, en sorte que, comme le dit si bellement Ricard, qui écrit si bellement en général,
La voie courte de l'intuition de soi par soi est fermée. Donc, ils ont en effet cherché à penser un sujet non transparent. Encore Ricard, un cogito médiatisé par tout l'univers des signes, selon sa belle formule, dans une volonté donc d'en montrer la complexité, l'épaisseur historique, ontologique. Ce faisant, ils ont désigné ce qui opacifie le sujet, si on peut dire, l'histoire, la société, l'imaginaire, le symbolique, comme autant de médiations nécessaires. Et ils investissent donc de façon différenciée ce fait massif qu'est la médiation symbolique et imaginaire, que Ricard nomme la constitution symbolique du lien social, et Castoriadis, du nom de son maître ouvrage, l'institution imaginaire de la société. Comme Adams le démontre bien, Ricard renvoie la signification du côté d'une théorie générale d'interprétation, alors que Castoriadis entreprend de lier la signification à l'imaginaire de façon générale et plus spécifiquement à l'instance anonyme qu'est l'imaginaire radical. Donc, pour Castoriadis, le siège et la source des significations imaginaires sociales est l'imaginaire radical instituant. Cette liaison qu'effectue Castoriadis entre la signification et l'imaginaire radical représente, selon Adams toujours, sa plus importante contribution à une élaboration de la signification. Elle ajoute d'ailleurs que les significations imaginaires sociales, on le dit d'ailleurs, on a nommé Durkheim tantôt, donc les significations imaginaires sociales de Castoriadis peuvent être comprises comme une radicalisation des représentations collectives durkheimiennes. Pour lui, la société, donc pour Castoriadis, la société est une totalité de sens qui s'institue en tant que société par les significations qu'elle déploie. Il affirme ainsi que les significations imaginaires sociales créent un monde propre pour la société considérée. En réalité, elles sont ce monde. Fin de la citation. Pour Ricard, les questionnements sur la signification prennent nécessairement la forme d'une analyse de la compréhension. Pour lui, les médiations symboliques sont également ancrées dans un imaginaire partagé auquel on a accès essentiellement par l'idéologie et l'utopie. S'il n'a pas thématisé, je dirais, aussi finement que Castoriadis l'imaginaire en tant que tel, il a nettement positionné le lieu de reproduction de la société dans le symbolique, c'est-à-dire à un niveau d'anonymité qui irrigue les pratiques et celles-ci en retour. Donc, Ricard renvoie également l'élaboration de la signification à un niveau qui n'est pas originellement considéré comme porteur de signification. Dans le cadre de son herméneutique, il tâche justement de dépasser tout d'abord l'idée que le porteur de la signification, donc l'auteur du texte ou l'auteur de l'action, ainsi que l'interprète, a une priorité dans l'interprétation du texte, de l'action, de l'œuvre. Ce dépassement, donc, permet à Ricard de poser une sortie, non pas au fameux cercle herméneutique en tant que tel, mais à son caractère vicieux, comme il l'affirme. Le cercle herméneutique serait vicieux, selon Ricard, justement, s'il était impossible de dépasser nos a priori, donc la conjecture initiale faite par l'interprète. Cependant, en démontrant qu'au sein de l'interprétation au sens large se fait jour un monde, le monde du texte, de l'action, qui dépasse toute intention subjective et individuelle, et donc tout privilège de l'auteur ou de l'interprète. Donc Ricard montre en fait que ces intentions premières-là, ces conjectures-là, renvoient à un processus de validation, mais aussi d'invalidation potentielle. Donc il ne s'agit pas seulement de valider son a priori, mais on peut aussi se le faire invalider par d'autres interprétations. Et tout ça, tout ce processus-là de validation et d'invalidation, donc, fait grossir, en fait, le monde propre de l'interprète et, à terme, lui fait apercevoir un monde autre. En somme, la positivité du sens provient tout autant du monde que du sujet, d'où la nécessité de penser le sujet à différents niveaux. Donc, c'est ce que je veux dire par dissocier le sujet de la signification, c'est-à-dire que le sujet est à penser autant au niveau individuel, social que sociétal, ainsi que la nécessité de concevoir la signification à la fois synchroniquement et diachroniquement, essentiellement en réponse au structuralisme. Donc, à propos du structuralisme, justement, Ricard et Castoriadis ont une position semblable à son effet. C'est intéressant parce qu'ils ne rejettent pas en bloc, ils en conservent chacun certaines choses qui ont quand même aidé leur pensée à aller plus loin.
Voilà. Donc, autant ils reconnaissent que l'analyse structurale, justement, est à même de cerner une partie du réel, donc elle n'est pas complètement illusoire, elle cerne vraiment quelque chose, autant ils s'opposent au projet d'une philosophie structuraliste. Ce que le structuralisme nomme le symbolique constitue, dans l'optique de Ricard et Castoriadis, seulement qu'une partie de la réalité sociale historique, puisque ce que le structuralisme comprend comme symbole est plutôt un signe amputé de toutes les médiations sociales et historiques dont je parlais plus tôt. Donc cette partie du réel a trait à la langue par opposition à la parole, donc au code par opposition à la parole vive, comme Ricard le dit. Dans le vocabulaire de Castoriadis, il s'agit du logène, soit la partie instrumentale et rationnelle du langage. Justement, Arnasson, qui est un autre interprète de Castoriadis, affirme que le structuralisme a été, sans mauvais jeu de mots, réellement structurant pour lui. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60, il a considéré l'image structuraliste de la société comme un défi. Et Arnasson va jusqu'à dire que le développement de la pensée de Castoriadis à la fin des années 60 apparaît comme une réponse critique au courant structuraliste alors dominé dans la pensée française de l'époque. Mais on pourrait dire, en fait, en écoutant un peu que c'est le cas, en fait, de plusieurs courants, soit en histoire ou d'une espèce de réponse en bloc au structuralisme par un retour du sujet, notamment. Donc, si je reviens à Ricard, je vais essayer d'expliciter un peu la devise ricoeurienne qui se lit comme suit: expliquer plus pour comprendre mieux. La distinction donc que fait Ricard entre philosophie structuraliste et analyse structurale va s'avérer extrêmement porteuse pour son herméneutique. Donc c'est sa manière de reprendre un peu la positivité du structuralisme et d'en faire quelque chose dans le cadre de son herméneutique. Il considère donc les analyses structurales comme un outil important en ce qu'elles sont l'une des formes privilégiées que prend l'explication en sciences sociales et en philosophie. Elles permettent ainsi à tout processus interprétatif d'atteindre une certaine objectivation. Les sciences sociales possèdent donc en elles-mêmes la capacité de générer une explication qui ne soit pas simplement singée sur l'explication dans les sciences de la nature, comme l'a voulu le positivisme, mais qui peut même, affirme-t-il, être dite scientifique. Donc, comme l'affirme Ricard, je le cite, le concept d'interprétation a même amplitude d'application que celui de vérité. Il désigne très précisément une dimension remarquable de la visée véritative de l'histoire. C'est en effet en conservant les analyses structurales que Ricard parvient à sortir l'herméneutique des impasses dans lesquelles elle était enlisée. Donc, dans l'herméneutique romantique de Schleiermacher et de Dilthey, centrée sur l'épistémologie, l'interprétation était subordonnée à la compréhension. Et la compréhension était définie comme saisie intuitive du vécu ou de l'intention de l'auteur. Elle était vraiment centrée sur l'auteur en tant que tel. Et la méthode était, c'est ça, celle d'une intropathie, d'une saisie intuitive. La visée d'objectivation, donc, était incompatible pratiquement avec une pareille vision de la compréhension. Ricard, en dissociant, donc, comme je l'ai dit, la signification et le sujet, peut ainsi enrichir l'interprétation d'une instance objectivante. Est ainsi atteint, selon lui, je le cite, un mode de dépassement de la finitude sans survol, sans savoir absolu, qui est proprement l'interprétation. Ricard souhaite constituer donc une herméneutique qui se déploie au niveau épistémologique et ontologique, dans une dialectique, plutôt que dans une relation hiérarchique ou dans l'exclusion d'un de ces niveaux-là. Cette volonté se prolonge également à l'intérieur même du niveau épistémologique pour lui, entre, comme je viens de le montrer, l'explication et la compréhension. Et c'est vraiment, j'allais dire un statement, mais pour Ricard, et ça revient souvent, il veut vraiment dépasser les antinomies de l'herméneutique, jusqu'à lui. Donc, de sorte qu'en bout de ligne, donc, je le cite toujours, « Expliquer et comprendre sont les moments relatifs d'un processus complexe en lui-même dialectique qu'on peut appeler interprétation. » Donc, c'est précisément cela que Ricard désigne par la devise « Expliquer plus pour comprendre mieux ». Alors que Ricard, comme je l'ai dit, s'inscrit à l'intérieur même de la tradition herméneutique, la prolongeant, la dépassant pour l'enrichir, que ce soit
par la phénoménologie, par la littérature anglo-saxonne sur la narrativité et la philosophie analytique, ou comme on vient de le voir, par les analyses structurales, donc qu'il conserve du structuralisme. Ce qui intéresse Castoriadis, c'est de montrer l'inanité de l'opposition explication-compréhension au point de vue ontologique. Il s'agit de montrer que le social historique est irréductible méthodiquement et rationnellement. Pour lui, donc, la signification est irréductible à la causation. On trouve donc chez lui une forme d'extension du domaine du compréhensible, au-delà du sujet, comme je l'ai dit, mais au-delà de la seule compréhension entendue au sens strict, pour y inclure également ce qui relève de l'explication, et ce, même en histoire. Cependant, peu importe le type de réflexivité déployée à saisir le social historique, qu'il s'agisse de compréhension, d'explication, peu importe, ce qui l'intéresse ou le point sur lequel qu'il soulève, c'est que la nature même du social historique s'y dérobe en bonne partie puisqu'elle est de nature symbolique et imaginaire. Il y a, bien entendu, n'a-t-il de cesse de le répéter, qu'une partie de l'institution sociale est mue par des considérations fonctionnelles, bien entendu, comme il y a chaque fois une rationalité instituée. Puis, comme les présentations d'historiens qu'on a vues ce matin, bien, force est de constater, et ça, Castoriadis n'était pas du tout, comment dire, en désaccord avec ça, qu'on peut saisir rationnellement, historiquement, la réalité, une partie de la réalité. Mais pour lui, il y avait ça, donc il y avait une causalité qui reconnaissait en histoire, qui disait que même en histoire, c'est là le domaine où la causalité fait plus de sens. Mais ça doit se doubler d'autres considérations. Je me répète. Donc, cependant, pour lui, comme je l'ai dit, comprendre une société, donc, c'est essentiellement reconstituer, autant que faire se peut, ce qu'il appelle les significations imaginaires sociales d'une société, significations qui, elles, ne sont pas de nature rationnelle. La rationalité, donc, ne s'égale pas à l'histoire, et ce, pas uniquement du fait que, comme j'ai dit, la rationalité est chaque fois instituée historiquement, mais également en vertu de la nature même du social historique, qui n'est pas rationnelle, mais bien imaginaire. Ce qui importe réellement, en fait, du point de vue de Castoriadis, c'est ce qu'il nomme un projet de compréhension totale. C'est, au-delà de l'explication et de la compréhension, telles qu'on les entend habituellement, une compréhension, c'est le terme qu'il utilise, donc je le reprends, qui vise un autre type d'objet, c'est-à-dire les significations imaginaires sociales elles-mêmes et même leur noyau. Dans certaines formules, utilisent l'espèce de recherche du noyau central des significations, du magma de signification d'une société. Il ne relie pas ce projet de compréhension à l'ordre de l'interprétation ou à une herméneutique comme le fait Ricoeur. Ricoeur, pour qui l'arc herméneutique donc, est interprétatif de part en part. Ce projet de compréhension totale l'entraîne moins, semble-t-il, vers des considérations herméneutiques que politiques. Et là, c'est une des questions qui demeure à la lecture croisée de ces deux auteurs-là, donc jusqu'à quel point l'herméneutique et la politique, ou même les considérations ontologiques, peuvent être mises en dialogue. Donc, pour Castoriadis, ce projet-là de compréhension totale, donc, s'inscrit plus largement dans un projet de vérité, comme il le dit, lui-même partie prenante du fameux projet d'autonomie. Donc, si herméneutique il s'agirait, je le mets au conditionnel, évidemment, d'une herméneutique révolutionnaire, si tant est que ce soit possible, et évidemment, Castoriadis n'utilisait pas ce terme-là, et c'est un peu une boutade, parce que moi-même, je ne vois pas, ça serait à penser, en fait. Est-ce qu'une herméneutique révolutionnaire serait pensable? Ce projet, donc, castoriadien, vise à terme l'institution et l'accroissement de l'autonomie, et ce, à tous les niveaux. Pour Castoriadis, donc, il y a objectivation possible et même nécessaire, puisque le projet de vérité est partie prenante de ce projet d'autonomie-là, politique et révolutionnaire. Ainsi, l'objectivation telle que la conçoit Castoriadis ne se réduit pas au seul niveau scientifique, mais se conçoit de pair avec l'autonomie comme processus, comme à être, fidèle à sa conception de la création comme émergence de formes s'auto-instituant et ce faisant s'auto-déterminant, évidemment. Donc, il ne saurait, pour Castoriadis, y avoir de visée d'objectivation ou de réflexivité totale,
lesquels sont à proprement parler inatteignables. Pour Ricard, en fait, aussi, c'est un de leurs traits communs. Mais pour Castoriadis, en vertu du fait que l'institution du social historique est un processus continu, ancré dans l'imaginaire d'une société, et donc jamais donné une fois pour toutes, mais constamment repris à travers le rapport de l'instituant et de l'institué. Donc, pour conclure, oui, brièvement, comme on l'a vu, Ricard et Castoriadis s'entendent ou soulignent du moins l'importance de la signification, sa nature symbolique et imaginaire, donc le fait qu'elle soit foncièrement sociale aussi, et aussi qu'elle provienne ou qu'elle s'articule à un niveau ontologique anonyme et collectif. Donc, comme je l'ai dit, qui dissocie la signification du sujet. Du côté castoriadien, cependant, il y a un primat, il y a une divergence sur la nature de l'ancrage dans l'imaginaire, je dirais. Du côté castoriadien, il y a primat ontologique de la création, comprise comme émergence de nouvelles formes, de nouvelles formes réglées, déterminées, mais de nouvelles totalités, donc. Et chez Ricard, je l'ai effleuré, là, mais il y a reprise créatrice, mais impossibilité herméneutique d'une création de radicale. Il y a nécessairement reprise. Donc, pour tous deux, il y a bel et bien fonction productrice, créatrice de l'imaginaire. Mais le mode d'être imaginaire de la société, pour Castoriadis, est lié de manière consubstantielle à la création. Et s'il y a création pour Castoriadis, c'est parce qu'il y a justement émergence de formes instituées, mais d'emblée comme totalité. Pas se pensant, mais s'auto-instituant comme totalité. Et donc, pour moi, ce qui demeure, c'est la question, une des questions, là, évidemment, mais la question de la compatibilité donc d'une herméneutique avec une conception de la création radicale de forme totale, me semble être donc le point d'achoppement du dialogue entre Ricard et Castoriadis. Merci de votre attention.